Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui je vais présenter un peu des albums que j'ai reçus, que j'ai acquis récemment, que ce soit par le disquaire, en ligne, achat en ligne ou encore vide-grenier. Et puis il y aura d'autres choses que j'aurais piqué dans ma discothèque. Donc alors on commence tout de suite avec un album de Annelise Montserrat. Donc ça c'est un disque que j'ai commandé sur Discog, que j'ai reçu il y a une dizaine de jours, là j'ai fait déjà plusieurs écoutes. Donc Annelise Montserrat c'est une artiste belge en fait qui a déjà une bonne discographie à son actif, elle a commencé en 2000. Là c'est son 10e LP qui est sorti sur le label Horn of Plenty et qui s'appelle Eyesight, I Resign. Donc chanteuse, pianiste, multi-instrumentiste, on est dans du folk, j'ai envie de dire du folk médiéval à première écoute, et puis peut-être aussi un petit peu dark ambiante sans que ce soit trop radical ou encore un peu gothique sur les bords. Moi ça m'a beaucoup fait penser à la première écoute à du Dead Can Dance, mais alors un Dead Can Dance qui aurait été passé un peu au filtre du shoegaze ou de la dream pop en fait. Bon, c'est une association un petit peu chimérique, mais c'est juste pour donner l'idée du côté vaporeux de la production et de la musique quoi. Ouais, c'est un super disque. Donc il y a 8 morceaux. Alors, en fait, plus je l'écoute, et moi j'arrive à dissocier les chansons les unes des autres. Je trouve que c'est plutôt bon signe pour moi. Il y a un côté assez dense, assez profond. Voilà, ouais, on a l'impression d'avoir été un peu séquestré dans une chambre secrète où elle nous raconte son histoire. C'est un album qui est vraiment intimiste. La voix est susurrée, très éthérée. Alors là-dessus, il y a un morceau qui sort un peu du lot quand même, qui s'appelle Dark Ages, qui est joué piano-voix. Et là, on est clairement dans une complainte médiévale. Voilà, donc c'est un très beau disque, une belle découverte. Moi, j'ai découvert de manière un peu fortuite, en fait, par des écoutes en ligne. Et en fait, voilà, je me suis lancé sur l'achat parce que je trouvais ça bien et je suis vraiment pas déçu. C'est un disque qui tourne beaucoup et je le trouve important, là, voilà. Annelise Montserrat. Donc le prochain, c'est un disque de jazz. Alors on fait un peu le grand écart là. Avec le Jimmy Guffre Trio. Alors je sais pas si je prononce correctement le nom de Jimmy Guffre, c'est pas simple. Le titre de l'album c'est Music for People, Birds, Butterflies and Mosquitoes. Donc Jimmy Guffre c'est un clarinettiste américain donc qui a commencé sa carrière dans les années 50 plutôt dans un registre cool jazz, dans des petites formations, puis qui après a pris un virage un peu plus, on va dire, un peu plus personnel, plus expérimental. C'est assez atypique d'ailleurs la musique de Jimmy Cliff généralement. Là, il est accompagné alors de Kiyoshi Tokunaga à la basse et Randy Kay à la batterie. Donc là, on a Jimmy Giff, donc qui a déjà un certain âge. Alors, comment caractériser ça? Moi, je dirais que c'est du spiritual jazz, sans être vraiment proche des classiques du genre, hein. On n'est pas chez Alice Coltrane ni chez Pharoah Sanders et tout ça. Là, alors, il a son jeu de sax, c'est fortement influencé par les gammes orientales, Moyen-Orient. Ouais, c'est une musique un peu de charmeur de serpent, j'ai envie de dire, hein. Et puis là, on est dans un album un peu conceptuel sur la nature. Alors on a un poème derrière hein, qui parle de forêt, de prairies, de désert, de ciel, la danse, les rêves, au travers des siècles, Voilà un disque un petit peu, j'ai envie de dire mère nature. Ouais, une musique très pastorale en même temps. Donc je sais qu'il a fait d'autres albums de la même période qui sont tout à fait dans la même veine, donc je pense que je vais me les procurer parce que j'aime beaucoup. Ça pourrait aussi rappeler par moments certains albums de Youssef Latif qui, pareil, étaient dans ce registre un peu crossover, à mélanger les influences ethno et tout ça. Voilà un super disque. Alors, il est paru sur le label Choice Records. Peut-être que je montre pas assez les détails. C'est une édition américaine, hein. Voilà, donc Jimmy Giff, excellent album de jazz que je recommande à ceux qui aiment tout ce qui est jazz, free jazz, spiritual jazz, jazz cosmique, tout ça. Excellent. Le suivant est un album de Doha qui s'appelle Light Upon Light. Alors Doha, c'est un duo américain constitué de Randy Armstrong et Ken LaRoche.
Voilà, donc ça c'est paru en 1974 sur le label Gamma, ou alors l'édition française hein, qui est sur Gamma. Donc moi j'ai trouvé ça en vide-grenier. Bon, j'ai été un peu capté par divers éléments, mais surtout l'aspect vraiment hyper riche au niveau de l'instrumentation. Donc on a tout, hein. On a de la mandoline, de la guitare, de la harpe, des vibes, rosewood xylophone, bells, piccolo flûte, slide whistle, kalimba, etc., etc., harmonium. Donc voilà, c'est très riche en instruments, alors tous plus ou moins emprunts à diverses cultures populaires, folkloriques. Donc là, on a de la musique indienne, africaine, un petit peu arabisante aussi, orientale. Après, on va passer à un folk un peu plus roots, des petits côtés jazzy. Voilà, donc ça ratisse assez large. Bah, les musiciens sont plutôt bons, hein, c'est pas désagréable à écouter. Alors, ce qui est drôle sur cet album, c'est qu'il a été consacré, on va dire, par Dizzy Gillespie, puisqu'ici on a une citation de Dizzy Gillespie qui considère en fait que ce disque est l'un des plus importantes contributions au futur de la musique. Donc, je sais pas, le Dizzy Gillespie, là, où on en est par rapport au bebop avec cette musique, bah, peut-être qu'il a simplement trouvé le disque cool, hein, et puis. Il le fait savoir, donc c'est marrant que ce soit mentionné sur le disque. Donc voilà, c'est un album qui est plutôt agréable à écouter. Bon, tout n'est pas égal, il y a des morceaux qui sont intéressants, puis d'autres c'est un peu plus anecdotique, moi je trouve. Alors moi, ça me fait beaucoup penser à un label qui s'appelle Windamill, un petit peu avant l'heure. Donc Windamill, c'est un label voilà, qui est un label de classique à l'origine, mais bon, il y a pas mal de musique New Age dessus. Donc là, on est un peu dans un côté un peu hippie, années 70, quoi. Musique transcendantale, New Age. Alors des fois, ça peut être un peu naïf. C'est un peu le cas ici d'ailleurs. Mais bon, c'est assez léger, c'est pas désagréable à écouter. Voilà, surtout là, avec le printemps qui arrive, ça peut être cool de se mettre ça le matin, quoi. Donc voilà, un petit disque, souvent qu'on trouve en vide-grenier. Alors je connaissais pas, c'est marrant que voilà, voilà, j'aurais sans doute pas jamais écouté d'Oa si j'avais pas chiné ça dans une broc, quoi. D'où tout l'intérêt de faire des brocs. Voilà, Doha, Light Upon Light. Alors je continue avec un album d'Oregon. Alors on est un peu dans les mêmes vibes hein, que le précédent, mais c'est à mon sens un peu plus solide. Donc le titre de l'album c'est Music of Another Present Era. Donc Oregon c'est un quartet. Voilà, donc là on a des musiciens de renommée quand même déjà. On a notamment Ralph Towner à la guitare acoustique qui a disparu ces dernières semaines, qui a joué avec plein d'artistes. Hein. Il a surtout fait quasiment toute sa carrière sur le label ECM. Hein. Et de même manière, on a Colin Walcott ici à la sitar et les tablas. Donc Colin Walcott, pareil, qui a joué avec Don Cherry sur l'album Codona, qui a joué avec Meredith Monk, il a joué aussi avec Tim Hardin et Richie Evans à la fin des années 60. Donc un pédigré un peu folk. Voilà, alors on est dans une musique qui est difficilement classable, je dirais. Moi, j'appellerais ça de l'ethno-jazz, hein, je sais pas comment dire. On a toujours l'utilisation transversale de ces instruments, voilà, c'est un peu de la fusion. Hein. Moi, ça me rappelle beaucoup un groupe qui s'appelle Entourage Musique and Théâtre Ensemble. Pareil, une formation alors qui a été signée sur Folkways. Moi, c'est des disques que je recherche, mais qui sont introuvables. Ça rappelle un peu ça. Voilà, il y a un petit côté, même chose, hein, un côté pastoral, un petit peu New Age. À l'image de la pochette, je vais dire. Hein. Et ça me rappelle aussi un autre groupe. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas très connu, qui avait été aussi signé chez Windamill, qui s'appelle Shadowfax, qui a fait du jazz anglais, qui a fait un ou deux albums que je trouvais intéressants. Voilà. Là, on est un peu dans ce registre-là. Donc, Oregon, Music of Another Present Era. On continue avec un album de Francis Bébé qui s'appelle Un Petit Ivoirien. Donc ça, c'est un disque que j'ai chiné en vide-grenier là, il y a une petite semaine. Alors, il est paru en 1979 sur le label Eusileka. Donc Francis Bébé, c'est un chanteur, musicien camerounais, qui a fait quand même pas mal de choses. Hein. Il est plutôt polyvalent. Hein. Je crois qu'il est écrivain, il a été aussi représentant à l'UNESCO, etc., etc. Puis il a surtout une bonne production musicale
qui est plutôt variable selon les époques et les albums. Donc là, on est dans voilà, c'est on va dire, chanson africaine, hein, quand même bien axée humoristique. Donc vous avez des chansons comme Le Troisième Bureau, Agatha, donc qui évoquent un petit peu le rapport homme-femme, son rapport avec les femmes. Donc alors là, c'est sûr que les textes aujourd'hui, ils seraient, je pense, directement bannis. Bon, il y avait quand même un second degré, je pense, dans ce disque. Mais surtout, je trouve qu'il y a deux petites perles sur ce morceau, une qui s'appelle Berceuse Bantou, ici, et puis Amomi, voilà, qui dure 6 minutes. Et là, on est plutôt dans quelque chose de plus psychédélique, de plus trance, très répétitif, avec une basse bien ronde, bien en devant, et puis les sons de clavier qui sont un petit peu kitsch, ils donnent un petit cachet, un petit caractère original. Et voilà, donc bon, c'est un disque plutôt sympa, hein, et puis c'est pas quelque chose qui est très commun sur les vides-greniers. J'étais content d'avoir trouvé ça. Alors j'en avais trouvé un autre qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle Concert pour un vieux masque, et qui est plus ancien, me semblerait, celui-là. Et là, il joue de la guitare. Alors, il est tout seul à la guitare classique, et on est dans la musique un petit peu africaine, avec quand même, on sent quand même un petit peu de côté, un côté classique, un peu plus académique dans le jeu. Et c'est vachement intéressant en fait. Ce disque, je l'aime beaucoup. Je trouve ça assez atypique en fait. Voilà, puis il est surtout, je pense, connu pour ses disques de Senza un peu psychédéliques, dont des albums qui ont été compilés par Born Bad. Ça s'appelle Psychedelic Senza 1982-1984. Alors là, on est vraiment dans les trucs africains, un peu tribal, beaucoup de Senza, très psychédélique. Voilà, c'est un super album. Donc moi je recommanderais plutôt ça. Après bon, les disques sont rares, hein, sont pas faciles à trouver. Bon voilà, ça a été réédité, vous pouvez l'avoir pour pas cher du tout. Et puis voilà. Donc Francis Bébé avec un petit Ivoirien. Donc là bon, c'est sympa quand même, hein. Je suis content de l'avoir trouvé, notamment pour ce morceau là qui est super chouette. On va poursuivre avec un album de Master Wilburn Burchett qui s'appelle Music of the Godhead for Supernatural Meditation. Donc tout un programme là au niveau du titre, hein, aussi bien que de la pochette. Donc c'était paru à l'origine en 1975 sur le label Burchett Brothers. Alors bien évidemment là c'est une réédition du label Numéro Group, qui est un label de Chicago qui a réédité une grande partie de ses albums. Voilà, donc Wilburn Burchett, c'était un guitariste américain, californien, qui a surtout été actif dans les années 70. Je crois qu'il a fait 7 albums et puis il a totalement arrêté la musique ensuite. Alors bon, là on est dans un album, on va dire, de guitare solo, c'est purement instrumental, il est tout seul. Alors les guitares avec pas mal d'effets, beaucoup de reverb, de l'écho tape aussi, agrémenté aussi d'un clavier, synthé et boîte à rythme, alors très primitive, hein, genre un petit peu Suicide. Donc bon, on est dans une espèce de longue flânerie psychédélique, hein, voilà, on passe un peu de l'ombre à la lumière. Alors il y a des morceaux très ambiantes, hein, comme Eternal Light par exemple, qui rappellent beaucoup Evening Star de Free Peno. Et puis un autre morceau, Contemplation, là, qui passe actuellement, qui fait beaucoup penser à la musique cosmique allemande, enfin à Ashra Temple, toutes ces choses-là, bon, avec le clavier analogique et tout ça. Les sons de manière générale sont super beaux et le travail du label est nickel, hein. Le son est vraiment très 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 chouette. Donc la particularité de ce guitariste, en fait, il considérait que son travail avait la faculté d'interagir directement avec l'auditeur. En fait, il était même conçu pour ça, dans le sens où l'auditeur allait le recevoir et allait recevoir une espèce d'illumination, quoi, voilà. Que certaines fréquences pouvaient agir sur l'esprit, enfin voilà, tout un folklore un petit peu emprunt à l'orientalisme, au spiritisme, voilà, en fait à la parapsychologie de la fin du siècle. Moi je trouve ça plutôt intéressant et drôle. Donc c'est un super disque, hein, de manière générale, c'est vraiment un bon trip. Et moi ça me rappelle aussi un peu les climats et l'atmosphère d'un film qui s'appelle Carnival of Soul. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Alors je sais pas si c'est
les timbres, les sons et tout ça, ça me fait beaucoup penser à ce film. Alors, le côté très onirique, là, voilà, on ne sait plus trop où est la réalité, où est le rêve. Il y a un peu ce côté-là, donc qu'il a bien retranscrit dans la musique. Voilà, donc ce que je peux dire de plus, ouais, c'est un disque en fait qui est sorti sur Birchett Brothers, donc c'était le label qu'il a monté avec son frère en fait pour arriver, je pense, à diffuser sa musique et son travail. Il faisait aussi les pochettes. Bon, bah je pense que ça a été un peu sans succès parce qu'il est resté quand même très très confidentiel. Voilà, alors moi j'ai un autre disque de lui, un peu dans le même esprit, hein. D'ailleurs ils sont tous dans le même esprit, hein. Toujours avec ce côté ésotérique, qui s'appelle Guitare Grimoire. Donc là, pareil, mais encore plus épuré, c'est-à-dire juste une guitare avec un son un peu garage, de la reverb, et puis des mélodies, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, un beau disque aussi. Donc moi je pense que je vais prospecter encore sur sa discographie, vu que ça a été réédité, et puis m'en procurer d'autres, parce que celui-là je pense qu'il va faire partie de mon top 10, hein. C'est vraiment un super disque, hein. Excellent à découvrir. Master Wilburn Burchett. Bien, ben on va en terminer. Donc j'ai commencé par une chanteuse, je finirai par une chanteuse. Donc avec cet album de Nico qui s'appelle The Marble Index, qui est sorti en 1968. C'est son deuxième album, paru chez Elektra. Donc ça c'est une édition originale US que j'ai eu la chance de trouver en ligne il y a déjà quelques années. Donc très joli disque. Donc bah Nico, on la présente plus, hein, l'égérie du Velvet, associé à l'album à la banane. Là j'avais envie de parler de ce disque parce que je pense que c'est un peu le début de ces grands albums. Le premier de ces grands albums, même si Chelsea Girl était plutôt sympathique. Là on est vraiment dans quelque chose de très personnel à la chanteuse, très sombre, très intériorisé, voilà, presque spectral. Donc bon, c'est des termes un peu galvaudés pour parler de ce disque, mais c'est à juste titre, hein. The Marble Index, donc le doigt de marbre. Voilà, bon bah, on voit bien à quoi ça renvoie, hein, un côté funéraire. Et puis cette pochette là, complètement gothique. Alors c'est un disque qui a été assez décrié à sa sortie, hein, pour son côté hermétique, avant-gardiste. Voilà, qui a absolument pas été vendu. Donc je pense que le label s'attendait à quelque chose d'un peu plus solaire, on va dire, plus lumineux. Et puis on était encore en 68, donc un peu encore à la période du Flower Power. Donc alors peut-être que cet album fait partie justement de la transition, de la charnière. Bon après, moi je pense, ça c'est plutôt un truc de journaliste, je dirais. Je pense plutôt que elle a fait un album très intime. Donc là elle fait tout, hein, les paroles, la musique, et puis elle est associée à John Cale qui fait les arrangements. Alors très classieux les arrangements, hein, quatuor de cordes, glockenspiel, piano, flûte, clavecin. Donc on est souvent dans le néoclassique, folk baroque, folk médiéval aussi, avec la présence de l'harmonium puis de la voix outre-tombe un petit peu de Nico. Bon, les thématiques, hein, c'est souvent je pense, une question de la mort, hein, des regrets et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté malaisant, hein, dans cet album. Donc moi je pense que c'est aussi en partie dû à un procédé musical en fait qui consiste à opposer des tonalités les unes aux autres. Donc par exemple sur le morceau 2 de la façon Lawns of Down, on a on a le glockenspiel qui joue en opposition totale avec la ligne mélodique de la voix, ce qui crée en fait des distances harmoniques qui sont difficiles à percevoir en fait, ouais, qui sont difficiles à percevoir à l'oreille. Ça brosse pas du tout dans le sens du poil. Alors après, voilà, ça se déroule dans le morceau, et c'est un procédé qui revient quand même souvent sur ce disque, qui accentue ce côté-là un petit peu schizophrène, déstabilisant. Bon, dans l'ensemble, c'est vraiment un très grand disque, hein. Alors même s'il n'a pas eu de grand succès, je pense qu'il a été réhabilité après par les mouvements rock gothiques, hein, qui le mentionnent, puis à juste titre, hein, parce que c'est un grand disque, hein. Franchement, enfin, en tout cas pour moi c'est un disque qui est super important. Donc j'ai beaucoup aimé aussi le suivant qui s'appelle Desert Shore, et que je trouve encore peut-être plus monolithique dans le son, dans les arrangements, avec beaucoup plus d'harmonium. Enfin, il faudrait que je le réécoute quand même, parce que là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté. Donc voilà. Nico, The Marble Index.
grand disque. Donc je mettrai en fin de vidéo là un extrait de Wilburn Burchett, du guitariste dont je parlais juste avant. Voilà, afin que vous puissiez découvrir. Donc je pense que la vidéo ça devrait pouvoir passer. Et puis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je répondrai hein, comme d'habitude. Puis on interagira, etc., etc. Allez, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.